Bonjour à toutes et à tous. William Faulkner est un romancier et nouvelliste américain. Né le 25 septembre 1897 à New Albany, dans le Mississippi, un des États du Sud parmi les plus racistes. Son père était un homme falot, écrasé sans doute par la personnalité de son propre grand-père, le colonel William Clark Faulkner, héros de la guerre de Sécession, et qui ne tarda pas à sombrer dans l'alcoolisme. Sa mère, plus cultivée, fut la première lectrice du jeune William, mais, austère protestante, elle ne manifestait guère de tendresse. Ce rôle fut dévolu à Mamie Carly, la nourrice noire, qui devint le modèle de Dilsey Gibson dans Le bruit et la fureur. En 1917, lors de l'entrée en guerre des États-Unis, le jeune homme tenta sans succès de s'engager dans l'aviation américaine, puis dans l'aviation britannique, mais la guerre s'acheva avant qu'il y parvienne. Il mena alors une vie de bohème, publiant quelques vers sous le nom de Plume de Faulkner. William Faulkner est mort le 6 juillet 1962 à Bealia, dans le même État. Il reçoit le prix Nobel de littérature en 1949, alors qu'il est encore relativement peu connu. Il est essentiellement connu pour ses romans et ses nouvelles, mais il a aussi publié des poèmes, des ouvrages de littérature d'enfance et de jeunesse, et a travaillé occasionnellement comme scénariste pour le cinéma. Faulkner, qui a situé la plupart de ses récits dans son État natal du Mississippi, est l'un des écrivains du Sud les plus marquants, aux côtés de Mark Twain, Robert Penn Warren, Flannery O'Connor, Truman Capote, Tennessee Williams et Carson McCullers. Au-delà de cette appartenance à la culture sudiste, il est considéré comme un des plus grands écrivains américains de tous les temps et un écrivain majeur du XXe siècle, qui a exercé une grande influence sur les générations suivantes grâce à son apport novateur. Ses romans les plus connus sont Le bruit et la fureur, Tandis que j'agonise, Sanctuaire, Lumière d'août et Absalom, souvent considéré comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature universelle. Comment retranscrire la pensée? Comment mettre en mots les sentiments? Chaque auteur, au fil de l'histoire de l'humanité, a essayé de donner une réponse à ces questions. Certains ont choisi la voie de la philosophie, tel un Spinoza, suivant scrupuleusement la méthode de démonstration géométrique. D'autres ont choisi la voie de la poésie, tel un Baudelaire donnant la grâce aux sujets les plus sordides. D'autres encore se sont engagés dans les méandres des récits et autres romans, se disant que la mise en scène de l'esprit était le meilleur moyen de retrouver la véracité de l'existence. Mais tous se sont heurtés à l'indicible. Mais de toutes les tentatives de littérature totale, celle de William Faulkner est sans aucun doute l'une des plus abouties, originales et fascinantes. En effet, Le bruit et la fureur est un récit qui ne ressemble à aucun autre, à part, sans doute, aux révolutions stylistiques et narratives de James Joyce. Non pas que l'histoire ou les thèmes abordés soient inattendus, mais c'est leur retranscription qui ne cesse de surprendre à chaque lecture. Le bruit et la fureur évoquent ainsi un vaste drame familial avec comme toile de fond les États-Unis au bord de la crise économique de 1929. L'essentiel de l'action se déroule en avril 1928. Résumer clairement le livre est tout à fait possible, mais ce serait un crime. Car la narration est d'une telle complexité, avec un enchevêtrement infini de flashbacks, de digressions, d'errances, de flash-forwards et de pièges, qu'elle ne peut pas se maîtriser en quelques lignes. Faulkner va jusqu'à donner le même nom à deux de ses personnages, l'un masculin et l'autre féminin, comme pour nous perdre davantage. Car Le bruit et la fureur se veut un récit du désordre de l'esprit, le bruit et la fureur des âmes tourmentées. En cela, la première partie du roman est inégalable. Elle est rédigée en suivant le point de vue de Benji, un simple d'esprit au cœur de la tourmente des tragédies qui se déroulent au sein de la propriété familiale. Les événements s'enchaînent alors en dépit apparent de toute logique. Les idées de Benji, ses souvenirs, ses sentiments, changent d'une ligne à l'autre et souvent sans la moindre transition. Les sensations lui rappellent une scène d'une autre époque et déjà,
nous sommes ailleurs. Les situations sont présentées avec des associations parfois étonnantes et souvent incompréhensibles lors d'une première lecture. Le bruit et la fureur débutent ainsi dans un étrange chaos. La seconde partie suit la journée et les pensées de l'un des frères de Benji, Quentin, et ce 18 ans avant le premier quart du récit. Suicidaire, celui-ci erre en ressassant ses tourments. Là encore, les pensées d'un esprit dépressif, torturé, au bord de la mort, surgissent, disparaissent, nous perdent. Mais au fil de ces spirales infernales, un semblant d'histoire apparaît de plus en plus clairement. Faulkner se permet des digressions toujours passionnantes, avec notamment l'épisode bouleversant de la petite fille perdue. La troisième partie se déroule dans l'esprit de Jason, le frère jaloux et violent de Quentin, Benji et Cady, la jeune sœur dont le destin est la clé de tout le roman. Désormais en charge de la famille, Jason nourrit une haine sans limite pour la fille de Cady, elle aussi prénommée Quentin. Comme chaque chapitre, l'action ne dure qu'une journée, mais il se passe tant de choses au cœur de ces esprits troublés que Faulkner nous abreuve d'une somme affolante de détails et de sentiments. La narration devient de plus en plus normale, s'autorisant encore par moments quelques écarts qui donnent toujours autant l'impression d'être en prise directe avec l'esprit des protagonistes. Enfin, dans une quatrième partie, Faulkner adopte un style classique, celui du narrateur extérieur, de l'auteur omniscient. Et c'est seulement ici qu'interviennent les premières descriptions des lieux, des personnages, des situations que nous connaissons pourtant depuis les premières pages. Le bruit et la fureur des chapitres précédents tendent à s'apaiser, avant de ressurgir dans les derniers instants du récit lors d'un faux dénouement qui laisse le lecteur sans voix. Difficile de dire plus sans trop en dire. Le style de Faulkner est ici un véritable tourbillon, une incarnation littéraire du flux de pensées phénoménologiques. Nous sommes au plus près des idées et des sentiments, voire des sensations des personnages. Et outre ce style percutant, l'histoire contée est bouleversante, et tous les intervenants possèdent une force hors du commun. Le moindre second rôle est touchant. La pensée, retranscrite. Le sentiment, sur papier. La vie, plus vivante que la vie. Ce livre sort de tous les sentiers battus. Une autre écriture, un autre mode d'expression, un monument de la littérature américaine et mondiale. Écrit en 1929, ce livre requiert une attention de chaque instant, sous peine de vous voir larguer bien loin de votre sujet, perdu dans un océan de mots qui auraient perdu leur sens. Nous sommes dans l'État du Mississippi, près de Jefferson, sur ce qui subsiste du domaine de Jason Compson et sa femme Caroline, née Bascombe. Ils ont 4 enfants, dont l'aîné s'appelle Quentin. Puis vient une fille, Candace, surnommée Cady, suivie de 2 autres fils, Jason et Benjamin, dit Benji. Ce dernier est attardé mental. Cady, plus tard, aura une fille qui habitera également dans la maison et portera aussi le nom de Quentin. Pas de domaine dans le sud sans ces nègres. Il y aura donc Roscus et sa femme Dilsey. Leurs enfants, Verche et Frony. Cette dernière aura plus tard un fils qui s'appellera Luster. Tout ce petit monde va évoluer devant vous, se déchirer, se torturer, se débattre dans ce qui pourrait passer pour un destin. À part Benji, chacun de ces personnages pourrait être Sisyphe, poussant éternellement devant lui le poids d'un rôle qui lui aurait été attribué par un mauvais génie, une hérédité, une tare contre laquelle il ne peut rien. Le même drame sera raconté par les 3 frères, Benji, Quentin et Jason. La dernière partie verra Dilsey prendre une grande place. Chaque personnage apportera sa pierre à l'édifice global. Avec Benji, nous sommes le 7 avril 1928. Benji est un idiot âgé de 33 ans quand il nous fait vivre une histoire qu'il a surtout vécue par ses sens. Il est accroché à sa sœur Cady par le son, par la voix et par l'odeur. Cady sentait comme les arbres. Il n'a pas vraiment de pensée, plutôt des sensations. Soudain, il se met à gémir comme un chien ou à pousser des hurlements. Il y a toujours une raison, et le tout est de la comprendre. Cady comprend. Dilsey aussi.
Faulkner ne respecte pas la notion du temps. Présent et passé sont tout à fait mêlés dans les flashs de l'esprit de Benji. En pleine phrase, nous pouvons passer de 1928 à 1910, suivant un lien avec une sensation, présente ou passée, apparue dans son cerveau. Et nous progresserons ainsi par bons en avant, bons en arrière. Avec Quentin, nous revenons en 1910. Il est à Harvard. Nous découvrons l'amour profond de Quentin pour sa sœur. Quentin est obsédé par le parfum du chèvrefeuille qui revient sans cesse, lancinant tout au long de son récit. C'était celui de Caddy un soir, lancinant aussi ses rapports avec sa montre et l'heure. Il y a également une enveloppe qu'il met dans sa poche et palpe souvent. Tout son récit sera rythmé par ses obsessions. Lui aussi passe d'une pensée à une autre, d'une époque à une autre. Une merveille d'écriture est celle au cours de laquelle Quentin raconte le soir où il a voulu égorger Caddy, avec son accord, et s'égorger aussitôt après. 7 pages écrites en forme de vers, rendant au mieux l'intensité de la situation. Quentin, c'est la faute, le remords et le châtiment, et la montre, et le chèvrefeuille, et les heures qui passent, et l'enveloppe. Avec Jason, nous retournons en 1928. La maison est menée par lui et Dilsey. Quentin est mort et Caddy ne vit plus dans sa famille. Jason est fourbe, mauvais, aigri, avare et mesquin. Il revoit les événements mais transforme tout en méchanceté, en mesquinerie. Son comportement est plus qu'odieux, inhumain, en particulier avec Caddy. Il trompe tout le monde, y compris sa mère, et seul Dilsey ose lui tenir tête. Il en veut au monde entier. Avec la dernière partie, nous retrouverons un certain apaisement. Il est dû à la force de caractère de Dilsey, seul pilier solide et humain de ce bateau qui prend l'eau de toutes parts. On frise le drame, mais Jason finit par se calmer. Les autres Noirs observent passivement les Blancs s'agiter et poursuivent leur propre existence. Un roman qui nous donne une sensation d'unité, tant tous sont plongés dans le même drame, celui du destin des consonnes. Ils sautent d'ailleurs les générations. Faulkner, dans ce livre, avance constamment par petites touches successives. C'est comme s'il construisait une vaste toile dont seule la dernière maille nous permettra de comprendre le secret. Aucune ne donne la solution, c'est le tout qui la donnera. Certains reprochent un excès de construction au livre de Faulkner, mais il faut bien avouer que sa maîtrise de l'écriture est totale. Ce roman est une course effrénée à la perfection. Et si l'auteur n'en est jamais satisfait, c'est simplement que le roman parfait n'existe évidemment pas. La complexité de Le bruit et la fureur est une stratégie narrative qui contraint le lecteur à sans cesse éclairer le sens des événements déjà racontés par une autre narration des mêmes événements. William Faulkner crée ainsi un univers clos qui se répond à lui-même sans référent externe qui serait issu de la réalité. Faulkner invente l'intertextualité endogène. Lire Le bruit et la fureur est une expérience littéraire absolue qui place, plus que jamais, le lecteur en position de découvreur. Et ce qu'il découvre est simplement l'un des plus grands romans du monde. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.